Donc on passe à la sémiologie neuroradiologique. Donc avant de passer à la radiologie et au processus pathologique, vous devez toujours connaître l'anatomie. Vous avez l'anatomie normale et vous avez l'anatomie radiologique. Donc au moins, vous devez connaître les pièces osseuses qui constituent la pièce, la boîte crânienne, donc l'os frontal, pariétal, temporal, les sutures, d'accord, l'os sphénoïdal, le rocher, d'accord. Et vous devez connaître les méninges. Vous avez ce qu'on appelle les replis méningés. Les replis méningés, vous avez ce qu'on appelle la faux du cerveau et l'attente du cervelet. Parce que, par la suite, on va les classer sous-tentoriels, sus-tentoriels, par rapport à l'attente du cervelet. Et on parle par la suite des engagements sous-falciques ou sous-falcolières, c'est-à-dire sous la faux du cerveau. D'accord. Vous devez connaître la vascularisation, que ce soit pour les sinus duraux, le système veineux. Les sinus duraux sont à l'intérieur des replis méningés. C'est pour ça qu'ils sont appelés sinus duraux, dus à la dure mère. Vous avez le sinus sagittal supérieur, sinus sagittal inférieur, sinus droit, les transverses, les sigmoïdes et par la suite les jugulaires. Donc la dure mère a l'aspect de dissection ou l'aspect anatomique. D'accord. Sous la dure mère, vous avez l'arachnoïde et après la pimère qui épouse le parenchyme cérébral. D'accord. Entre l'arachnoïde et la pimère, nous avons l'écoulement du LCR. Vous avez ce qu'on appelle les granulations de Pacchioni, là où se fait la résorption du LCS ou de LCR. D'accord. Le système liquidien avec les systèmes ventriculaires et les citernes. Vous avez les citernes, par exemple, optochiasmatiques, les citernes, par exemple, interpedonculaires, la grande citerne, les citernes quadrigeminales. Vous devez connaître les citernes parce que par la suite, si un processus expansif exerce un effet de masse, donc vous aurez l'effacement des citernes. L'aspect anatomique et l'aspect de la reconstruction radiologique. Donc vous constatez que c'est à peu près le même aspect avec des reconstructions 3D. Système ventriculaire avec les deux VL, ventricule latéral droit et gauche, puis le troisième ventricule à travers les trous de Monro, puis l'aqueduc du cervus et le V4. V4, donc il n'est pas ici. Là. On va voir là, le V4 c'est celui-là. Il communique avec le V3 avec l'aqueduc du cervus. Le corps calleux, la localisation, le corps calleux est analysé en IRM. D'accord. En cas de pathologie agénésie, malformation, atrophie du corps calleux, on parle de ça sur l'IRM. Donc l'aspect du corps calleux à l'IRM. Vascularisation, vous avez ce qu'on appelle le tronc supra-aortique, TSA, tronc supra-aortique et le polygone de Willis à l'intérieur du crâne. Le rachis, on a parlé tout à l'heure. Donc vous avez la statique, l'ensemble des pièces osseuses, des articulations. Donc vous devez avoir une idée sur l'anatomie. C'est pas une anatomie très approfondie, mais au moins vous connaissez les pièces osseuses, les articulations. Donc la clinique en matière de système nerveux, donc les signes cliniques sont très importants. Donc, mais les signes les plus fréquemment rencontrés, vous avez les céphalées, les troubles de la conscience, les hémiplégies, les vertiges. Vous avez par exemple la sciatalgie pour le nerf sciatique, donc le flou visuel, perte de la vision, hémianopsie, donc les signes de focalisation, c'est-à-dire les signes de l'atteinte des pairs crâniens. D'accord. Par exemple, paralysie faciale. Ces signes, donc,
vont mener vers l'indication de l'imagerie. En matière d'imagerie, donc on a la radiographie standard. La radiographie standard, comparativement au système osseo-articulaire de tout à l'heure, le standard en matière de neuro, il perd ses indications. Donc, de plus en plus, on n'indique plus de radiographie standard. D'accord? L'exploration, elle est remplacée par l'imagerie en coupe, l'imagerie moderne. Les radiographies standards, par exemple, auparavant, on réalise les radiographies du crâne. Il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'incidences. Incidences radiologiques standards. Il y en a les incidences, par exemple, menton, nez, plaque. Donc le malade dépose le nez et le menton sur la plaque et on réalise des radiographies. On a les incidences Blondeau, par exemple, pour l'étude des sinus. On a les incidences pour l'étude de l'apophyse odontoïde, par exemple pour le C2. Mais ces incidences sont de plus en plus non indiquées, d'accord? Ils sont remplacés par l'imagerie en coupe. Par exemple, la radiographie du crâne de profil. Donc on peut analyser les pièces osseuses à la recherche, par exemple, des fractures. Donc il y en a des incidences pour la celle turcique. Est-ce qu'il y a un élargissement de la celle turcique? On peut analyser les sinus maxillaires, sinus frontal. Mais même en matière de sinus, le scanner les a remplacés, d'accord? Donc actuellement, la radiographie du crâne et la radiographie du rachis cervical sont indiquées seulement en urgence. Si par exemple malade qui a fait un accident de la circulation, il reste des examens non exhaustifs, non spécifiques. Donc c'est juste pour la recherche par exemple d'un trait de fracture, parce que les lésions des hématomes intraparenchymateux, les foyers de contusion, les hématomes extradurales et sous-durales ne sont pas visibles sur la radiographie standard. D'accord? Pour le crâne, c'est les traits de fracture. Pour le rachis, c'est les solutions aussi de continuité des corps vertébrales. La recherche d'une solution de continuité, c'est-à-dire d'une fracture, et la recherche du déplacement du mur postérieur. Si on trouve une fracture à la radiographie du thorax, à la radiographie du crâne ou à la radiographie du rachis, on doit compléter par le scanner. D'accord? Parce que le scanner, il fait un bilan lésionnel plus précis en matière de fracture, à la recherche de luxation associée, les traits de fracture, les traits de refond associés aux traits de fracture, et le bilan lésionnel, par exemple, à l'intérieur du parenchyme cérébral. Donc, la radiographie, donc, en matière de neurologie, donc, elle est très limitée, comparativement en orthopédie. Donc, l'approche diagnostique des pathologies tumorales en orthopédie, toujours le premier examen réalisé, c'est la radiographie. Par contre, en matière de système nerveux, c'est le scanner et l'IRM. L'écho-Doppler. L'écho-Doppler, on réalise ce qu'on appelle ETF, échographie transfontanellaire. Elle est indiquée chez les nouveau-nés et les nourrissons avant la fermeture de la fontanelle antérieure. Réalisée généralement par des sondes microconvexes, donc de moyenne fréquence, hein, pour arriver à analyser le tronc cérébral et le V4. D'accord? Ce sont des sondes microconvexes. C'est un examen qui reste opérateur dépendant, toujours. Et il y en a toujours des zones mal explorées par l'échographie. Voilà l'aspect ETF, découpe ETF chez un nourrisson. Donc on réalise la découpe coronale, donc emballée en avant, en passant par les orbites, puis le parenchyme frontal, puis on analyse du système ventriculaire, ce sont des ventricules, VL droit et VL gauche, puis le plexus thoracique. Le plexus thoracique sont en hyper-échoché. Donc, vous recherchez avec l'échographie, vous recherchez par exemple, est-ce qu'il y a une lésion kystique, kyste arachnoïdien? Est-ce qu'il y a une collection extra-axiale, c'est-à-dire une collection extradurale ou sous-durale? Vous recherchez par exemple les foyers de saignement.
vous recherchez l'hydrocephalie, la dilatation du système ventriculaire. Donc, vous pouvez faire l'analyse de tous ces éléments par l'échographie. Vous recherchez l'hémorragie du plexus choroïde, l'épaississement du plexus choroïde. Donc, vous réalisez des coupes coronales et des coupes sagittales par la sonde. Les coupes sagittales, c'est une coupe passant à droite et une coupe passant à gauche. Donc, il y en a plusieurs coupes. Hein. Et une coupe passant par la ligne médiane pour l'analyse du V4. V4, il apparaît sous forme de triangle à base antérieure et à sommet postérieur. L'écho-Doppler aussi, en matière de neuroradiologie, à l'aide de l'écho-Doppler, on peut réaliser ce qu'on appelle l'écho-Doppler des troncs supra-aortiques. Les troncs supra-aortiques, c'est-à-dire des carotides communes et des carotides internes et externes. Pourquoi? Si par exemple malade fait un AVC ischémique, donc vous réalisez un écho-Doppler des troncs supra-aortiques à la recherche d'un obstacle, soit au niveau de la carotide. L'obstacle peut être une thrombose, une plaque d'athérome détachée. Vous recherchez par exemple, si vous ne trouvez pas d'obstacle, vous recherchez l'étiologie de l'AVC. Est-ce que c'est une plaque qui détache des fragments? Donc le malade fait des AVC à répétition. Donc c'est l'intérêt de l'écho-Doppler des troncs supra-aortiques. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'ETF et l'écho-Doppler? N'importe quelle question, vous posez. Donc, en matière du Doppler, donc on analyse la paroi vasculaire. Est-ce que c'est une paroi fine ou épaisse? L'épaississement, on parle d'épaississement intimo-médial, parce que la paroi vasculaire contient l'intima, média et adventice. L'épaississement au-delà de 0,9, je pense 0,9 mm, donc on parle d'épaississement intimo-médial. Et on recherche des plaques. Les plaques généralement connues bulbaires. Est-ce que la plaque elle est hypoïcogène, homogène, surface TH? Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est calcifiée ou non? D'accord. Et on analyse ce qu'on appelle l'analyse spectrale, donc à la recherche des retentissements hémodynamiques. Est-ce que la plaque est un problème hémodynamique ou pas? D'accord. Est-ce qu'il y a un retentissement à l'écoulement? Est-ce qu'il y a un ralentissement des vitesses, accélération des vitesses? D'accord. Par la suite, l'examen, qui est très indiqué en matière de neuroradiologie ou de matière cérébrale, c'est le scanner cérébral. Il utilise des rayons X. Le principe, c'est l'absorption et l'atténuation du faisceau des rayons X, avant et après injection de produits de contraste. Actuellement, on fait, par exemple, pour quelqu'un qui a subi un traumatisme crânien, on fait seulement le scanner sans injection de produits de contraste. L'IRM cérébral avec des séquences morphologiques, T1, T2, les coupes sagittales, coronales et axiales, et ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle. Ce sont les séquences de perfusion et les séquences de diffusion. Donc on va voir par la suite l'intérêt de la diffusion, par exemple, au cours de l'AVC. D'accord. L'angioscanner et l'angio-IRM, c'est pour l'étude des structures vasculaires, à la recherche des anévrismes, en cas de rupture d'anévrisme, par exemple, ou un problème vasculaire, sténose ou des AVC à répétition. Voilà l'aspect d'une coupe scanographique axiale. Ici, le fenêtrage est osseux, parce qu'on a dit qu'il y en a des fenêtres osseuses et fenêtres parenchymateuses. Pour l'analyse du parenchyme, on joue sur ce sont des paramètres sur le scanner. On clique par exemple sur fenêtre parenchymateuse, donc il va changer l'aspect. Fenêtre osseuse, il va donner cet aspect pour l'analyse des structures osseuses. D'accord. Vous analysez les structures osseuses, est-ce qu'il y a une fracture, solution de continuité, c'est-à-dire. Vous analysez la pneumatisation par exemple des mastoïdes, le comblement des sinus, par exemple ethmoïdal et sphénoïdal ici, l'analyse des vous recherchez par exemple les corps étrangers métalliques en fenêtre osseuse. Donc on va voir par la suite un exemple. Voilà l'aspect en fenêtre parenchymateuse. Donc vous pouvez analyser le parenchyme cérébral. Donc parenchyme cérébral,
substance grise, substance blanche et système ventriculaire. Celui-là, c'est le plexus choroïde. On peut trouver des calcifications au niveau du plexus choroïde. Vous analysez le parenchyme. Est-ce qu'il y a une lésion intraparenchymateuse? Vous recherchez les collections intraparenchymateuses ou extra-axiales. Vous analysez les sillons. Est-ce qu'il y a un approfondissement des sillons au cours de l'atrophie cortico-sous-corticale? Le système ventriculaire, est-ce qu'il est dilaté ou pas? La dilatation, c'est l'hydrocéphalie. L'aspect normal, c'est celui-là. Voilà une coupe plus haute. Passons par les VL. Celui-là, si vous constatez, les ventricules sont moins dilatés que celui-là. Au cours de l'évolution et l'atrophie avec l'âge, donc on va faire ce qu'on appelle l'atrophie sous-corticale, c'est les pertes des neurones et tout. Donc on aura l'approfondissement des sillons et une discrète dilatation du système ventriculaire qui est physiologique. Ces deux coupes, une coupe coronale et une coupe sagittale, c'est pour l'analyse des vaisseaux. Donc cet aspect ou cette reconstruction est dite MIP, Maximal Intensité Projection. La projection des intensités maximales. C'est-à-dire, vous injectez le produit de contraste et vous jouez sur le fénétrage. Donc pour analyser le sinus par exemple, sagittal supérieur, le sinus sagittal inférieur, le sinus droit, le sigmoïde, d'accord. Vous analysez les sinus à la recherche de thrombophlébite cérébrale. La thrombophlébite cérébrale, c'est un défaut, par exemple, d'opacification des sinus durs. Donc vous trouvez par exemple le produit de contraste qui s'arrête par exemple ici. Donc absence d'opacification d'aval. Ou un défaut d'opacification locale. C'est une thrombophlébite cérébrale. L'IRM, l'aspect IRM normal, en séquence pondérée T2. Pourquoi T2? L'hypersignal du LCR. LCR en blanc, c'est une T2. D'accord. Ici, comparativement, la comparaison entre le scanner et l'IRM. L'IRM, il a une résolution plus haute définition par rapport au scanner. On peut analyser même les structures très fines. D'accord. Le scanner, c'est un examen d'urgence, parce que c'est un examen rapide. On peut le réaliser en 10 secondes. L'IRM, il est un peu long, 10 minutes, pour faire les séquences. D'accord. C'est pour ça, quelqu'un qui présente un traumatisme, on réalise d'emblée un scanner à la recherche d'une urgence vitale, et par la suite, pour faire un bilan lésionnaire, par exemple pour une tumeur ou autre, on réalise l'IRM. Les coupes sagittales du rachis cervical en fenêtre osseuse. Donc vous analysez l'ensemble des corps vertébraux. Est-ce qu'il y a une fracture? Est-ce qu'il y a un recul du mur postérieur? Vous analysez les apophyses épineuses et vous balayez, vous recherchez les problèmes au niveau des articulations interapophysaires ou par exemple en fenêtre parenchymateuse discale, c'est-à-dire vous recherchez les hernies et les protrusions discales. Donc le passage du matériel discal en intramédulaire, c'est l'hernie discale. D'accord? Si c'est le glissement des disques. Est-ce que vous entendez parler des hernies discales? L'aspect des coupes axiales, passons par les vertèbres. Donc, vous avez les pédicules, l'apophyse épineuse, les apophyses transverses, et vous analysez les articulations. Est-ce qu'il y a un pincement des surfaces articulaires à la recherche des pathologies dégénératives, la dysarthrose, donc discopathie dégénérative ou dysarthrose. Vous recherchez les becs ostéophytiques de tout à l'heure, les becs ostéophytiques, vous recherchez les pincements, le phénomène de vide discal ou vide articulaire, c'est la perte du disque en intra-articulaire. La charnière cervico-occipitale,
donc à la recherche de malformations. On réalise des scanners et on a plein de lignes à dessiner sur les scanners à la recherche des malformations de la charnière. Donc les malformations de la charnière sont étudiées par le scanner. C'est ce qu'il faut garder en esprit. L'implantation de l'apophyse odontoïde, il y en a des malformations où vous trouvez l'apophyse odontoïde ici. Donc c'est une malformation. Implantation haute de l'apophyse odontoïde, par exemple. Pour le rachis lombaire, même chose. Vous analysez les corps vertébraux en fenêtre osseuse et vous analysez la ligne des épineuses, les apophyses transverses, les articulations et en fenêtre parenchymateuse, vous recherchez les hernies discales. D'accord. En IRM, l'IRM, elle est plus sophistiquée par rapport au scanner. Elle découvre plus de lésions par rapport au scanner. Surtout en pathologie, par exemple, discale. Parce que le disque en IRM, il est en hypersignal T2. C'est l'aspect physiologique normal du disque. Si le glissement, par exemple, du matériel en hypersignal, en intramédulaire avec compression du sac dural, donc vous aurez l'aspect d'hernie ou de protrusion. Comme par exemple ici. Vous voyez l'aspect normal des disques en hypersignal. Celui-là, vous avez une perte de l'hypersignal physiologique du disque avec un débord postérieur. D'accord. Sur le coupe frontal, vous avez l'aspect du disque qui est ici. Donc, il est à gauche. D'accord. Parce que celui-là, c'est le droit et celui-là, l'autre est à gauche. Donc, il est paramédiane gauche. Hernie discale, paramédiane gauche. L'angiographie, toujours. Angiographie en matière osseo-articulaire, pathologie pulmonaire, abdominale, n'importe quelle pathologie. L'angiographie est un examen invasif. D'accord. Qui ne garde des indications que pour un intérêt thérapeutique. Donc, c'est un examen préopératoire ou pour une obstruction ou pour un geste thérapeutique. Donc c'est un examen très invasif, déjà il utilise des rayons X, et avec le cathétérisme artériel, avec l'injection des produits de contraste en intra-articulaire, donc c'est un examen invasif. Donc voici l'aspect de l'angiographie. Donc voilà la sonde. Donc, on cathétérise soit l'artère fémorale, soit l'artère humérale. Et on introduit la sonde, et on arrive jusqu'à la région à étudier et on injecte le produit sous contrôle scopique. D'accord. Donc, on aura l'aspect des troncs supra-aortiques. Celui-là, c'est quoi? L'artère sous-clavière gauche, la carotide commune gauche, le tronc artériel brachiocéphalique, la carotide commune gauche. Les deux carotides, la bifurcation carotide commune, carotide interne et externe. Vous voyez l'aspect là par rapport IRM, enjeu RM, c'est ARM, enjeu RM, ou bien angiographie. Donc, l'angiographie n'apporte pas beaucoup de choses par rapport à l'angiographie. C'est pour ça, c'est un examen qui garde des indications seulement thérapeutiques. Parce que l'IRM, c'est un examen non invasif. D'accord. Alors que l'angiographie, c'est un examen invasif. Donc l'angiographie, elle garde des indications thérapeutiques seulement. Par exemple, si on veut emboliser l'anévrisme, on fait le geste d'angiographie. Si on veut, par exemple, cathétériser les artères coronaires, pour déposer les stents, on réalise l'angiographie. Si on veut faire seulement l'exploration pour faire le diagnostic, on fait soit les coronoscanners, l'IRM cardiaque, l'IRM angio-IRM, l'angio-IRM cérébral ou l'angioscanner cérébral pour l'exploration vasculaire. La sémiologie élémentaire du système nerveux central, c'est quoi?
Donc, nous avons la lésion, le siège et le retentissement. En scanner, on parle d'hypodensité et d'hyperdensité. En IRM, on parle d'hyposignal et d'hypersignal. En échographie, on parle d'hypoéchogène et d'hyperéchogène. D'accord? Donc, toujours la forme de la lésion, la taille et le nombre. Est-ce que c'est une lésion unique ou multiple? Le siège, topographie. Donc, on a les lésions intra-axiales et les lésions extra-axiales. Axial, c'est quoi? C'est par rapport au parenchyme. Si la lésion, elle est en intra-parenchymateux, on parle de lésion intra-axiale. Si la lésion, elle est en extra-parenchymateux, c'est-à-dire développée au dépend des méninges, on parle de lésion extra-parenchymateuse. Le retentissement, est-ce qu'il y a un effet de masse? L'effet de masse, c'est la compression par effacement des citernes, compression du VL, les engagements. L'engagement, c'est le passage. On va voir par la suite c'est quoi l'engagement. Les causes élémentaires normales, donc on va parler de l'aspect normal et de densité sur le scanner. Le scanner, donc vous avez une coupe axiale scanographique. Donc, comparativement à la coupe de tout à l'heure, vous constatez qu'il y en a un aspect hyper dense. D'accord? Hypersignal, c'est en IR. Hyper dense sur le scanner. Donc, sur le scanner, on peut mesurer les densités. C'est pour ça qu'il est appelé la tomodensitométrie. Donc, si vous faites le curseur ici pour mesurer la densité, vous trouvez que c'est une densité sanguine. 79 unités once field. D'accord? Si par exemple, vous mesurez à l'intérieur des sinus, par exemple, vous trouvez des moins 1000 au niveau de l'os, par exemple. Plus de 1000, plus 1000. D'accord? Au niveau de la graisse, ici la graisse conique, moins, la graisse c'est moins. Au niveau du liquide, c'est 0. Liquide, c'est entre 0 et 20. Généralement, lorsqu'il est liquide et pur, vous trouvez 0. Liquide pur avec un scanner calibré. On fait ce qu'on appelle la calibration. L'essentiel, la densité, elle est entre 0 et 20 unités once field. Donc la substance, la densité des noyaux gris, elle est proche à la densité, ou elle est égale à la densité de la corticale. Parce que si sur un scanner, par exemple le multibarrette de haute qualité, vous pouvez faire la différence entre la substance grise et la substance blanche. Donc les noyaux gris centraux apparaissent de même densité que la corticale. D'accord? La corticale, elle est plus dense par rapport à la substance blanche. Une à environ 40 et l'autre à environ 35. Donc il y en a 5 unités dans ce film. L'hypodensité. Qui dit hypodensité dit noir. D'accord? Donc vous avez les hypodensités. Par exemple ici, hypodensité périventriculaire en rapport avec la leucoaraiose. C'est la pathologie de la substance blanche périventriculaire d'origine vasculaire. Donc ça ne vous intéresse pas. C'est juste pour voir l'aspect en hypodensité ou l'aspect hypodense. Ici, aspect hypodense, bien systématisé, c'est un AVC. L'hématome apparaît en hyperdensité. On va voir par la suite l'hématome. L'encéphalite, hypodensité, comparativement à l'AVC, l'AVC c'est une hypodensité cortico-sous-corticale bien systématisée. C'est-à-dire la systématisation, chaque région, ou chaque partie du parenchyme cérébral, elle est vascularisée par une branche artérielle. Vous avez la branche antérieure, l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale postérieure, l'artère cérébrale moyenne ou sylvienne. Par exemple, ici, c'est un AVC ischémique dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne. Ce qui vous intéresse, c'est l'hypodensité, elle est bien systématisée, donc c'est un AVC. C'est pas de faire le territoire, d'accord? Ici, une hypodensité intraparenchymateuse non systématisée,
avec effet de masse. C'est quoi l'effet de masse? C'est la compression. Vous voyez ici le VL normal, alors que le VL contralatéral, il est effacé, tellement la compression. D'accord? C'est l'effet de masse. Voici l'aspect de l'hématome. Un hématome, c'est une hyperdensité spontanée. Sans injection de produit de contraste, vous trouvez un AVC, par exemple, hémorragique, fait d'un hématome, vous mesurez l'hématome. Vous avez les calcifications des noyaux gris centraux, au cours des pathologies de surcharge. L'aspect des corps étrangers. On a parlé, oui. L'aspect des corps étrangers avec l'artefact métallique. C'est un malade victime d'agression, de coups de balistique, arme à feu. L'arme à feu, les éclats. Ce sont les éclats métalliques. Et chaque éclat, il va donner ce qu'on appelle l'artefact métallique. Les artefacts, on a les artefacts en matière d'échographie, de scanner et d'IRM. Ce sont des fausses images qui n'ont pas d'explication réelle. L'éclat, il fait ce qu'on appelle l'effet de durcissement de faisceau. Il y a l'aspect noir. D'accord, ce sont des artefacts. L'épiodole, c'est le produit de contraste. Au cours d'une malformation vasculaire. Donc celui-là, c'est un rehaussement. Donc l'hyperdensité, soit hématome. Donc vous mesurez la densité, vous trouvez que c'est une densité sanguine, aux alentours de 70 à 90. Les calcifications sont de plus de 300, plus de 400 jusqu'à 1000. Les éclats métalliques, donc même les métaux ont une densité de plus de 1000. Et le produit de contraste, vous faites la comparaison entre produit non injecté, scanner non injecté et scanner injecté. Donc, la lésion apparaît en hypodensité avant l'injection de produit de contraste, et après l'injection de contraste, vous aurez ce qu'on appelle le rehaussement. Donc, les causes normales et pathologiques, dépôt d'hypersignal, en IRM. On a parlé dépôt d'hyperdensité, on passe à l'hypo et l'hypersignal en IRM. En IRM, donc, en séquence pondérée en T1, donc vous avez une lésion en iso, voire hyposignal T1, par rapport au parenchyme. Iso, voire hypo. Hein. Cette même lésion, elle est en hypersignal T2 flair. C'est quoi le flair? Flair, c'est la supplétion du liquide. On a parlé tout à l'heure de FATSAT. FATSAT, on supprime la graisse. Flair, c'est fluide. F, c'est fluide. D'accord? On supprime le liquide. Parce que cette séquence est une T2. T2, normalement, le liquide LCR apparaît en blanc. Si on fait la suppression sur des séquences flair, il apparaît en noir. C'est une lésion hypersignal T2 flair. Les séquences de diffusion, donc, vous avez ici une lésion qui apparaît en ésosignal T2 flair, qui est en hypersignal diffusion. L'hypersignal diffusion est presque spécifique des AVC ischémiques. D'accord? C'est pour la recherche des AVC ischémiques. C'est pas spécifique. C'est pour la recherche. Les hypersignales, vous avez les lésions kystiques apparaissent en hyposignal T1 et hypersignal T2. Par exemple, l'abcès. L'abcès, le contenu généralement est liquidien. D'accord? Le contenu liquidien, hyposignal T1, hypersignal T2. L'abcès, généralement, il est entouré par un phénomène inflammatoire, c'est-à-dire l'œdème. L'œdème apparaît en hyposignal T1, hypersignal T2. C'est une séquence T2. D'accord? Hypersignal T2. Par exemple, au cours de la pathologie, la SEP, la sclérose en plaques, on trouve ce qu'on appelle des plages d'hypersignal avec des zones de prédilection. Par exemple, périventriculaire et le centre semi-ovale, par exemple.
Et après, par exemple, pour la CEP, on fait l'injection à la recherche des lésions actives. Si les lésions prennent le produit de contraste, sont des lésions actives. Si les lésions ne prennent pas le produit de contraste, sont des lésions séquelaires ou anciennes. Sémiologie pathologique, en scanner et en IR. L'hydrocéphalie, c'est quoi? Est-ce que vous avez fait une partie de la neuroradiologie? Voilà, c'est l'augmentation de la pression du liquide céphalo-rachidien ou cérébrospinal. Le liquide cérébrospinal, physiologiquement, c'est quoi? Comment se fait l'écoulement du SCR? La production se fait par le plexus choroïde, la résorption se fait par les granulations de Pacchioni. Tout déséquilibre entre production ou résorption va donner ce qu'on appelle l'hydrocéphalie. L'aspect normal des VL, le ventricule latéral normal, VL, ventricule latéral droit et gauche, le ventricule droit, entre les deux, et puis le ventricule, le quatrième ventricule. Donc, deux grands mécanismes d'hydrocéphalie. Soit un trouble de résorption, un défaut de résorption, soit un obstacle à l'écoulement, ou soit un excès de production. Même l'excès de production peut se faire. Donc, les obstacles à l'écoulement, vous avez les obstacles visibles, comme les tumeurs, les hématomes, les rétrécissements, par exemple, de l'aqueduc de Sylvius, au cours des hydrocéphalies chez l'enfant. Et vous avez les troubles de résorption, par exemple, les granulations de Pacchioni. Si, par exemple, le malade fait une hémorragie méningée, les dépôts de fibrine vont gagner les granulations, donc on aura par la suite un défaut de résorption et une hydrocéphalie. Ou par exemple une complication d'une méningite. La complication d'une méningite peut donner une hydrocéphalie. L'aspect d'un enfant hydrocéphale, c'est l'augmentation du périmètre crânien rapidement. Chez l'adulte, tellement la soudure des os du crâne elle est réalisée, l'adulte présente des céphalées, des vomissements en jet, donc un tableau clinique d'HIC, hypertension intracrânienne. Donc l'aspect normal des VL, aspect normal, et la dilatation du système ventriculaire. Vous voyez la différence. En IRM, donc celle-là c'est une hydrocéphalie biventriculaire, elle intéresse seulement les deux VL, et celle-là c'est une hydrocéphalie triventriculaire. Les deux VL et le troisième ventricule. Donc, pathologie tumorale en système neuroradiologique. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'attente du cervelet. Nous avons les tumeurs sustentorielles et les tumeurs sous-tentorielles. Et par rapport au parenchyme, on a les tumeurs intraaxiales et extraaxiales. D'accord? Extraaxiales sont généralement développées au dépend des méninges. Intraaxiales au niveau du parenchyme, c'est-à-dire au niveau du tissu de soutien ou des neurocytes. D'accord? Une lésion en hypersignal T2 entourée d'un œdème. L'œdème caractéristique des tumeurs, c'est un œdème appelé en doigt de Gond. Donc c'est un œdème qui diffuse comme étant des doigts de Gond, des doigts de Gond, d'accord? Celui-là, il est en intra-parenchymateux, c'est un processus expansif intraaxial, et celui-là est en extra-parenchymateux. Nous, les radiologues, on a des signes pour faire la différence entre les deux. Par exemple, ici, l'augmentation le signe de la queue de comète, appelée queue de comète. C'est l'ouverture de la méninge. Donc, vous voyez ici une dilatation des méninges, ici. Témoignant que le processus, il est extra-axial. D'accord? Il est développé au dépend de la dure mère. Celui-là, c'est un méningiome, par exemple. Un méningiome apparaît comme
comme une lésion extra-axiale, un hyposignal ou un signal intermédiaire T1, hypersignal T2, fortement rehaussé après l'injection de produit de contraste. La prise de contraste. Donc, en fonction de la pathologie, on a par exemple les lésions en hyposignal T1, fortement rehaussées après l'injection de produits de contraste. Par exemple, ce sont les lymphomes. Les lymphomes sont fortement rehaussés, que ce soit lymphome thoracique, lymphome cérébral ou autre. Un glioblastome, par exemple, a un rehaussement annulaire périphérique. L'abcès a la même, il a le même rehaussement, c'est-à-dire, mais la coque, elle est plus épaisse. Prise de contraste périphérique annulaire avec une coque plus épaisse. On va voir par la suite un exemple d'abcès. Donc, si vous trouvez un processus expansif, vous analysez le processus, vous recherchez les effets de masse. Est-ce qu'il y a une compression, par exemple, du VL? Est-ce qu'il y a un effacement des sillons corticaux? Est-ce qu'il y a un effacement des citernes? Vous recherchez l'œdème périlésionnel. En IRM, il est en hyposignal T1, hypersignal T2. En scanner, il est l'œdème, hypodense. Très bien. La prise de contraste, le type de la prise de contraste, est-ce que c'est une prise de contraste périphérique, homogène, hétérogène, d'accord? Et la nécrose centrotumorale, est-ce que la tumeur, elle est homogène, c'est-à-dire le parenchyme, il est totalement homogène, ou à l'intérieur de la tumeur, vous trouvez un centre liquidien qui est en rapport avec la nécrose. Les pathologies traumatiques. Donc la pathologie en matière de neuroradiologie, actuellement on voit de plus en plus des accidents avec des traumas crâniens graves. D'accord. Donc vous analysez les fractures. Est-ce que c'est une fracture simple, un trait de fracture simple, ou c'est une fracture complexe, commutative avec plusieurs fragments? Est-ce que la fracture elle est déplacée? Et on parle d'embarrure si l'enfoncement de l'os à l'intérieur de la boîte crânienne, on parle d'embarrure. Embarrure, c'est l'enfoncement ou l'intrusion de l'os à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc on va voir des exemples. Ici, par exemple, une solution de continuité de l'os frontal avec une pneumocéphalie. Pneumocéphalie, c'est la présence de l'air à l'intérieur de la boîte crânienne. Cette pneumocéphalie, elle est due à la fracture passant par le sinus. Le sinus contient l'air, puis l'air il passe à l'intérieur de la boîte crânienne. Voilà l'aspect de l'embarrure en reconstruction 3D. Donc c'est une fracture avec l'enfoncement de l'os à l'intérieur de la boîte crânienne. C'est l'aspect des reconstructions 3D. L'embarrure est une urgence, c'est une urgence chirurgicale. Parce que l'embarrure, par la suite, si vous la laissez, elle va être source de crise convulsive et crise d'épilepsie. Les collections hémorragiques. Nous avons deux types de collections. Ce sont les urgences, les types d'urgences en neurochirurgie. L'hématome sous-dural et l'hématome extradural. L'hématome extradural, c'est quoi? Vous avez la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. Si la collection sanguine est au-dessus de la dure mère, donc entre la table externe, l'os, et la dure mère, on parle d'hématome extradural. Si le saignement est entre la dure mère et l'arachnoïde, on parle d'hématome sous-dural. D'accord. L'hématome extradural, généralement, l'origine, elle est artérielle. Par contre, sous-dural, c'est veineux, généralement, donc 90%. Donc, pour l'extradural, c'est l'artère méningée. Pour les sous-duraux, c'est les veines corticales. Voilà l'aspect d'un hématome extradural. L'hématome extradural apparaît sous forme d'une lentille biconvexe. Lentille biconvexe. D'accord. Cette lentille biconvexe, elle respecte ce qu'on appelle les sutures. Parce que la suture, par exemple, la suture, l'os frontal et l'os pariétal. Donc, vous trouvez une suture. Là où il y en a la suture, vous
trouvez des replis méningés. C'est pour ça que l'hématome n'a pas diffusé en postérieur, d'accord? Il garde. Est-ce que vous avez compris? Au niveau des sutures crâniennes, vous trouvez des replis d'urmériens. C'est pour ça que l'hématome extradural ne diffuse pas le long de l'hémisphère. Par contre, l'hématome sous-dural, il est sous forme de croissant, déjà. C'est-à-dire une lentille biconvexe, et celui-là, c'est en forme de croissant. Il ne respecte pas les sutures, parce qu'il est à l'intérieur. Il peut diffuser le long de la faux du cerveau et le long de la tente du cervelet. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les deux? L'aspect radiologique, déjà, il est différent. L'une en lentille biconvexe, l'autre en croissant. L'une dépasse les sutures, l'autre ne dépasse pas les sutures. Le sous-dural peut diffuser le long de la faux du cerveau et la tente du cervelet, l'extradural non. D'accord? Celui-là, c'est un extradural ou sous-dural? Extradural, c'est une lentille biconvexe hyperdense. L'extradural, généralement, vous le trouvez associé à une fracture. Si par exemple, si on trouve une fine lame, très fine lame, extra-axiale, et on n'arrive pas à faire, est-ce que c'est un extradural ou sous-dural? Des fois, on n'arrive pas à... S'il est associé, donc théoriquement parlant, s'il est associé à une fracture, on dit que c'est un extradural. S'il n'est pas associé à une fracture, on parle de sous-dural. Par la suite, l'âge du saignement. L'extradural, généralement, c'est une urgence. L'extradural, c'est une urgence neurochirurgicale. Le sous-dural, par contre, il peut s'installer progressivement, surtout chez les sujets vieux. Suite à une chute ou un traumatisme minime, chute de sa propre hauteur, par exemple, ou chute d'une chaise, il développe ce qu'on appelle un hématome sous-dural. D'accord? Le sous-dural peut être aigu, comme celui de tout à l'heure. Un sous-dural aigu parce que le sang il est hyperdense. Il peut être l'hématome sous-dural. C'est le traumatisme. Les deux, c'est le traumatisme. L'extradural, généralement, c'est un traumatisme violent. Sous-dural, il est plus fréquent chez les sujets vieux. D'accord? Les vieux, parce que au cours de la vieillesse, donc on a l'atrophie cortico-sous-corticale. Les veines corticales deviennent longilines suite à une chute chute banale, hein, même de sa propre hauteur, frappé par la fenêtre. Le vieux, par la suite, dans quelques jours, il va développer des céphalées, des déficits moteurs. Si on réalise le scanner, on trouve que c'est un hématome sous-dural. D'accord. Par la suite, si vous trouvez que c'est un hématome sous-dural, vous devez faire l'âge de cet hématome. Est-ce que c'est un hématome récent ou ancien? S'il est hyperdense, c'est un hématome sous-dural aigu. S'il est isodense, au parenchyme, c'est l'hématome sous-dural subaigu. Et s'il est de densité liquidienne proche du LCS, c'est un sous-dural chronique. Est-ce qu'il y a des questions concernant les deux hématomes? Est-ce que vous avez compris? Très bien. On passe à l'hémorragie méningée. L'hémorragie méningée, c'est quoi? C'est l'hémorragie sous-arachnoïdienne, ou sous-pia. Donc, hyperdensité des sillons corticaux, hyperdensité spontanée. Le tableau, généralement, céphalée intense, suite à une rupture d'anévrisme ou un pic tensionnel. L'hématome intraparenchymateux, c'est l'AVC par exemple, AVC hémorragique ou l'hématome post-traumatique. Intraparenchymateux, vous trouvez l'hyperdensité intraparenchymateuse entourée d'une collerette hypodense, c'est l'œdème périlésionnel. On mesure l'hématome et on fait le bilan lésionnel. Est-ce qu'il y a un effet de masse comme celui-là, d'effacement du VL, et est-ce qu'il y a l'extension en intraventriculaire
Parce que ici, vous avez ce qu'on appelle l'inondation ventriculaire, le passage du sang à l'intérieur des ventricules. Vous avez le passage à l'intérieur du V3 et le passage du sang à l'intérieur des cornes, de la corne occipitale du VL contralatéral. D'accord? C'est le passage du sang. Par rupture de la barrière hémato-encéphalique. Les engagements, si vous avez un processus expansif, un hématome ou autre, donc il va comprimer les structures nerveuses ou le parenchyme. Donc on parle d'engagement sous-falcique lorsque le parenchyme cérébral passe en-dessous de la faute du cerveau, du encéphalique et temporal à travers la tente du cervelet et des amygdales cérébelleuses par le trou magnum ou l'orifice occipital. Voilà, par exemple, celui-là, c'est quel type? C'est un hématome extradural. Voilà, très bien. Exerçant un effet de masse sur le VL. Vous voyez le VL ici qui est bien... Et celui-là, il est comprimé. D'accord. L'engagement sous-falcique, on dessine une ligne passant par la ligne médiane. Donc, vous trouvez qu'il y en a un dépassement des structures droite vers le côté gauche. C'est un engagement sous-falcique et on mesure la distance ici, 0,5, 1 cm, 1,4 par exemple centimètres, etc. Un autre exemple, celui-là, c'est un hématome intraparenchymateur. Quel soudural? Soudural, c'est ici. Voilà. C'est un hématome intraparenchymateux avec l'effet de masse sur le VL et l'engagement sous-falcique ou sous-falcolaire. Engagement sous-falcique ou sous-falcolaire, ce qui fait. L'engagement temporal, c'est le passage du lobe temporal ou l'incus temporal à travers la tente du cervelet, suite à un processus expansif. L'engagement temporal est de mauvais pronostic parce que il va comprimer le tronc cérébral. Dans la compression du tronc cérébral, donc les signes neurovégétatifs, le maladie passe. Si vous ne faites pas un geste rapidement, donc on risque de perdre le malade. L'engagement des amygdales cérébelleuses à travers le foramen magnum suite à un processus expansif de l'hémisphère cérébelleux. Les AVC, est-ce qu'il y a des questions concernant l'effet de masse, l'engagement, hypodensité, hyperdensité, des hématomes, interaxial, extraaxial? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Les AVC, donc vous entendez parler des AVC, AVC ischémiques, AVC hémorragiques. Donc les AVC ischémiques. Donc, sur le scanner, l'AVC ischémique, elle est en hypodensité. Mais la contrainte du scanner précoce, c'est que l'AVC ischémique à un stade précoce n'apparaît pas sur le scanner. Un scanner normal, dans l'immédiat, dans les signes, dans l'installation, après l'installation immédiate de signes cliniques, un scanner normal n'élimine pas un AVC ischémique. D'accord? L'installation de l'hypodensité apparaît après la 12e heure après l'installation des signes cliniques. D'accord? L'hypodensité pour les AVC, elle est cortico-sous-corticale, elle est bien systématisée. Donc, elle atteint un territoire de l'artère cérébrale, soit antérieure, moyenne ou postérieure, ou la communicante antérieure, communicante postérieure. D'accord? Un scanner initial normal, après 12 heures ou 24 heures, vous trouvez l'hypodensité cortico-sous-corticale en rapport avec un AVC ischémique. Donc, pourquoi on fait le scanner dans l'immédiat? D'après vous. Pourquoi on fait le scanner immédiatement
à l'arrivée du patient. D'accord, très bien. Donc, voilà, c'est un examen d'urgence, c'est pour éliminer l'hémorragie. On fait le scanner, par exemple, quelqu'un qui vient déficitaire, hémiplégie d'installation brutale. Donc, il vient aux urgences, il appelle le radiologue pour la réalisation des scanners. On fait le scanner, c'est pour éliminer l'AVC hémorragique. D'accord? Parce que chacun a une conduite propre. D'accord? Pour faire le bilan lésionnel, on fait le scanner, par exemple, initial. Et on fait, nous, à notre service, par exemple, on fait 48 heures après, pour faire le bilan lésionnel. Mais si le malade, par exemple, il est jeune, qui présente un AVC ischémique, qui n'a pas de contre-indication à la thrombolyse, on réalise l'IRM. Normalement, on réalise immédiatement l'IRM. Donc, on fait le scanner. Il n'y a pas d'hémorragie. On le passe à l'IRM. À l'IRM, donc, pour voir le territoire atteint et pour éventuelle thrombolyse. Parce que si, par exemple, le patient présente un AVC et il vient aux urgences entre 4 heures et 6 heures, avant 4 heures, 6 heures. Donc, on fait la thrombolyse, donc il peut revenir normal, d'accord, avant l'installation des lésions irréversibles. Donc, normalement parlant, il réalise un scanner. Scanner, il n'y a pas d'hémorragie, on passe à l'IRM. On voit le territoire atteint et on fait par la suite la thrombolyse pour l'AVC ischémique. L'IRM, elle est plus sensible que le scanner pour l'AVC ischémique. Même l'IRM précoce, elle fait le diagnostic. C'est l'intérêt des séquences de diffusion. Il apparaît en hypersignal de diffusion, l'AVC ischémique. D'accord? La séquence de diffusion, elle est positive précocement, elle est très sensible et spécifique à l'AVC. D'accord? Voilà l'aspect d'une séquence diffusion. Hypersignal, diffusion dans le territoire de l'artère sylvienne ou l'artère cérébrale moyenne. C'est un patient qui présente un AVC ischémique. Par exemple, un scanner normal pour quelqu'un qui est déficitaire, si on fait immédiatement l'IRM, on trouve l'AVC ischémique dans les noyaux gris. D'accord. Voilà, un scanner qui est normal, une IRM qui est pathologique. Est-ce que vous avez compris l'indication de l'IRM en urgence, comparativement au scanner? C'est pour faire le diagnostic de l'AVC ischémique. Les AVC hémorragiques, le scanner, donc, il peut faire le diagnostic. AVC hémorragique, c'est une hyperdensité intraparenchymateuse par rupture d'anévrisme ou post-traumatique. Ou AVC hémorragique, c'est par rupture d'anévrisme. Donc, l'AVC ischémique et hémorragique, si vous faites des contrôles après, vous aurez ce qu'on appelle l'œdème cytotoxique et vasogénique, et par la suite, la phase séquelaire. Donc, vous arrivez à ce qu'on appelle la cavité porencéphalique. C'est une cavité remplie du liquide avec attraction du ventricule après l'ischémie. Donc, par exemple, si vous réalisez des scanners après par exemple 1 mois ou 2 mois, vous trouvez que la cavité de l'hématome, elle est transformée en une cavité liquidienne. C'est la résorption de l'hématome. La phase subaiguë, donc vous trouvez l'hématome hyperdense, entouré d'œdème, puis on a par la suite la résorption de l'œdème et la résorption de l'hématome au fur et à mesure sur l'évolution, sur le temps par exemple. Voilà l'aspect d'un hématome intraparenchymateux. Est-ce qu'il y a des questions concernant la pathologie? Pathologie vasculaire, c'est-à-dire AVC ischémique et hémorragique. La pathologie infectieuse,
nous avons les abcès, les empyèmes et les méningites. Abcès, par définition radiologique ou théorique, c'est une cavité remplie de pus. Cette cavité elle est néoformée. C'est une cavité néoformée. Elle n'existe plus auparavant, d'accord? L'aspect radiologique d'abcès, que ce soit abcès hépatique, abcès cérébral, donc c'est une lésion sur le scanner hypodense avec un rehaussement périphérique en coque épaisse, entouré d'œdème. En IRM, il est en hyposignalité 1, hypersignalité 2, avec le rehaussement pareil, périphérique, en coque épaisse. D'accord? Les empyèmes, c'est quoi? L'empyème, c'est une collection sous-durale infectieuse. Vous voyez, l'hématome sous-dural, vous connaissez l'hématome sous-dural maintenant. L'hématome sous-dural, s'il est surinfecté, on parle d'empyème. Pour faire la différence entre hématome sous-dural et empyème, c'est le rehaussement. L'empyème aussi, il a un rehaussement périphérique en coque épaisse. Les méningites, sur le scanner l'IRM, c'est l'hyper-rehaussement des structures sous-piales ou des structures sous-méningiques. On va voir l'aspect de cet aspect, c'est l'aspect de l'abcès. Hypodense, entouré d'une coque épaisse avec œdème périlésionnaire. Celui-là, d'après vous, c'est quoi? C'est un sous-dural, d'après vous. Et après le rehaussement de cette partie, le rehaussement il est un peu épais, c'est un empyème. D'accord? Et pour les méningites, c'est l'hyper-rehaussement des structures méningiques. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, comme conclusion, le scanner, la sémiologie, elle est simple. Hypodense, hyperdense, entouré, rehaussement, il n'y a pas de rehaussement. D'accord. Il est disponible. Il est parfait pour les urgences. Quelqu'un qui vient en urgence, on réalise un scanner, on peut éliminer soit un problème hémorragique, soit il est ischémique, on passe directement à l'IRM. L'IRM, c'était l'examen de choix en pathologie neuroradiologique parce qu'on peut faire des bilans lésionnels précis, on peut même parler des atteintes des paires crâniennes, d'accord. Le bilan d'extension, il est précis, mais il reste un examen un peu plus long. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Merci de votre attention.